Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais d'abord à vous souhaiter tous mes vœux, bonheur, santé, argent et beaucoup de sexe pour 2024. J'espère sincèrement que cette année 2024 sera aussi intéressante que la fin d'année 2023 qui a été assez incroyable sur la chaîne. Donc merci pour la force que vous m'apportez au quotidien, c'est toujours incroyable pour moi. Et avant de se lancer dans la vidéo, laissez-moi vous parler de celui qui la sponsorise, CyberGhost VPN. CyberGhost est un service privé qui vous permettra de naviguer anonymement et en toute sécurité sur internet. On a tous utilisé au moins une fois le Wi-Fi public, d'un aéroport, d'un fast-food ou même d'une gare, sans se douter que nos données personnelles peuvent être hackées. Et c'est là que CyberGhost intervient. Il peut protéger vos infos, cacher votre adresse IP, crypter vos données, afin que vous puissiez surfer sur le web en toute sécurité. Avec ça, CyberGhost peut même vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet ou même les vidéos YouTube. Vous pouvez même débloquer plus de 40 services de streaming comme Amazon, Netflix, Hulu, HBO Max ou même Ben Sport. Mais ce service ne s'arrête pas là. Vous pouvez regarder des films et des séries Netflix, disponible uniquement aux États-Unis ou même au Japon par exemple. CyberGhost fonctionne sur téléphone, PC et même sur les consoles avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Un seul abonnement peut protéger 7 appareils, disponibles sur toutes les plateformes, Windows, iOS et même Android, ainsi que sur les consoles de jeux pour pouvoir les partager avec votre famille. Et c'est là que Tonton Grimes intervient, puisqu'avec le lien disponible juste en dessous et dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits, avec une garantie de 45 jours. C'est satisfait ou remboursé, comme ça tout le monde est content. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu, très important pour la chaîne. Et il est l'heure de découvrir l'histoire de Shane. But you're not gonna be dangerous. Not to us. Not to me. Not anymore. That is enough. Quand on évoque The Walking Dead, chacun de nous a tendance à penser à des moments spécifiques. Certains se remémoreront un épisode emblématique, peut-être celui où Herschel ou Glenn perdent la vie, ou encore celui où Carol libère les prisonniers au terminus. D'autres auront en tête une mort poignante, comme celle de Noah, tandis que certains feront immédiatement le lien avec un personnage en particulier. Pour beaucoup, les noms de Rick, Daryl, Negan, Carol, Glenn et le gouverneur seront évoqués en fonction de leurs préférences. Cependant, un nom revient fréquemment, celui de Shane. Incarné par Jon Bernthal dans les premières saisons de la série, Shane demeure l'un des personnages les plus emblématiques de la franchise. Avant d'explorer son parcours, examinons brièvement les raisons de pourquoi il est aussi apprécié. Shane est un personnage complexe, porté par un acteur talentueux et charismatique, au point que certains fans inconditionnels semblent plus captivés par l'acteur lui-même que par le personnage. Car oui, avec des personnages aussi gris que Shane, deux camps s'opposent. Ceux qui lui vouent un culte et ceux qui le détestent, sans chercher à comprendre le personnage. Certains fans hardcore de Shane sont prêts à excuser presque tout, y compris des actes terribles tels que sa tentative de viol envers Laurie. À plusieurs reprises, j'ai constaté que certains individus défendaient cet acte en avançant l'argument que Shane n'était pas entièrement responsable en raison de son état d'ébriété, et que Laurie avait en quelque sorte provoqué la situation. D'autres partisans attribuent tous les problèmes à Laurie, la critiquant de toutes les manières possibles. Cependant, un simple visionnage des saisons 1 et 2 révèle que Shane est aussi problématique que Laurie. Il est crucial de rappeler que Shane pointe déjà son arme sur Rick dans les bois dès l'épisode 5 de la saison 1, montrant ainsi qu'il est un individu dangereux aux pensées extrêmement douteuses. Son explosion de colère envers Ed, qu'il prétend faire pour Carol mais qui cache en réalité sa haine envers Rick depuis son retour, ou encore sa tentative de viol envers Laurie, illustrent la complexité de son caractère. Cependant, Shane n'est pas simplement un antagoniste, il est un personnage complexe, aveuglé par un amour toxique envers Laurie et Carl. Pragmatique, conscient du monde qui l'entoure, il n'hésite pas à prendre des mesures drastiques pour survivre. Mais le côté égoïste de Laurie a scellé son destin. Comme expliqué précédemment, Laurie est tout aussi problématique que Shane.
Après avoir réalisé ses sentiments pour lui, elle prend conscience des difficultés de Rick à prendre des décisions. Sa priorité est alors de protéger Carl. Et qui, depuis le début, s'est mis en danger pour lui? C'est bien Shane. Mais alors pourquoi un personnage qui se révèle petit à petit être un antagoniste a-t-il autant marqué les gens? Pour moi, il est évident que cela est lié à sa moralité très grise. Comparé aux autres personnages, Shane n'a pas peur de prendre des décisions difficiles pour sauver ceux qu'il aime, comme quand il tue Otis pour sauver Carl, ou quand il est prêt à tuer Randall pour éviter des répercussions futures. Ces choix nous le font apprécier car il se distingue d'autres personnages plus conventionnels. Parlons également de l'excellent triangle amoureux entre lui, Rick et Lori, qui ajoute une couche de tension et de drama à l'histoire. Les conflits entre les trois nous ont offert des moments qui, même aujourd'hui, ont marqué The Walking Dead. Shane est un personnage qui nous fait réfléchir sur la nature humaine. Est-ce que ses choix drastiques sont meilleurs que ceux de Dale, ou de Rick par exemple? En somme, la fascination pour Shane réside dans sa complexité, son réalisme moral ambigu, mais aussi par un Jon Bernthal qui apporte de la profondeur et énormément de crédibilité au personnage, le rendant ultra charismatique. La fascination pour Shane est également nourrie par son évolution narrative, passant d'un ami dévoué à un antagoniste aux prises avec ses propres démons. Les relations tumultueuses qu'il entretient avec d'autres personnages ajoutent une dimension émotionnelle et humaine à son histoire, suscitant des réflexions profondes sur la nature humaine, les choix difficiles et la survie dans des circonstances extrêmes. De meilleur ami à homme incompris par les autres, il est maintenant l'heure de plonger ensemble dans l'histoire de Shane. Shane est né dans les années 70. Très jeune, il fit la rencontre de Rick, avec qui il développa une amitié très forte. Ils ont grandi ensemble en Géorgie et finiront par se considérer plus tard comme des frères. Passionné de football américain, cela se reflète dans son collier portant le numéro 22, le même qu'il utilisait quand il jouait pour l'équipe de son école. Selon Rick, Shane était un grand blagueur au lycée, allant jusqu'à voler la voiture du directeur. Il était également un coureur de jupons et a même eu des relations sexuelles avec sa prof de gym du lycée. Après le lycée, Rick et Shane ont continué leurs études ensemble à l'université, se spécialisant dans l'administration de la police. Les deux ont réussi à obtenir leur diplôme avant de devenir employés comme adjoints du shérif dans le comté de King. Sur place, Shane a fait la connaissance de ses nouveaux collègues, Lambert Kendall et Léon Bassett, aperçus dans le premier épisode et que nous reverrons par la suite dans la vidéo. Les deux hommes patrouillaient, répondaient aux urgences et s'occupaient des altercations et incursions criminelles, devenant ainsi affiliés aux résidents locaux du quartier. Shane a également servi comme instructeur d'armes à feu pendant un certain temps, enseignant comment tirer, cours qu'il redonnera en saison 2. Nous savons qu'il est très proche de la famille de Rick, les ayant aidés à plusieurs reprises, il a même réparé l'évier du sous-sol lors d'une anecdote particulière. Shane, bien que célibataire, a eu des relations un peu plus sérieuses, confiant même ses clés de maison, mais rien n'a vraiment fonctionné. Il est important de noter qu'il existe une petite histoire canon juste après les événements de l'épisode 1, issu d'un petit jeu disponible à l'époque sur internet. Après que Rick ait été touché par balle, le plongeant dans le coma, Shane lui rend visite avec des fleurs avant de retourner travailler. L'épidémie frappe sans que personne ne le sache encore, et Shane et Léon doivent faire face aux premiers problèmes de morsure et de mort revenant à la vie. Comprenant que quelque chose ne tourne pas rond, Shane décide de se rendre à l'hôpital pour emmener Rick loin d'ici. Malheureusement, des militaires interviennent et abattent tout le monde. N'ayant pas le temps de sauver Rick, Shane décide de fuir en bloquant la porte avec une civière pour empêcher toute personne d'entrer. Suite à cela, Shane informe Lori et Carl de la situation, expliquant qu'il est mort, et il se dirige vers une soi-disant zone sûre à Atlanta. De nuit et en plein embouteillage, ils font la connaissance de Carol et sa famille. Après avoir vu avec horreur la ville d'Atlanta bombardée au napalm, Shane et les autres forment un campement avec d'autres survivants. Et il devient le chef du groupe, entretenant des relations intimes avec Lori et agissant comme père de substitution pour Carl. Presque 2 mois se sont écoulés. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo timeline. Après être sorti du coma et avoir rencontré d'autres survivants, Rick tente d'émettre un signal radio. Amy le capte et Shane tente alors de répondre en se présentant, mais il n'obtient aucune réponse. Lori propose de mettre en place des panneaux pour éloigner les gens de la ville, mais Shane et Dale pensent que c'est trop dangereux. Shane demande à Lori de rester focalisée sur le petit Carl, s'embrassant avant d'être interrompu par Carl qui ne les a pas vus. Plus tard, Shane et Lori entretiennent une relation sexuelle. Il remarque ensuite l'alliance de Lori, ce qui lui rappelle son ami censé être décédé.
Il est important de souligner que lorsqu'on partage une relation intime avec quelqu'un, cela implique la participation de deux personnes. Shane et Laurie pensent que Rick est mort et vous avez le droit d'interpréter cette scène comme bon vous semble. Cependant, je tiens à préciser que dans cette scène, Laurie n'est en aucun cas le problème, mais plutôt les deux personnages. Plus tard, Shane apprend à Carl comment faire des nœuds. Il refuse ensuite de se rendre à Atlanta pour sauver la sœur d'Amy, estimant que le groupe est piégé et que personne ne peut rien y faire, ce qui agace particulièrement la jeune fille. Shane offre déjà un choix très discutable, montrant immédiatement le côté pragmatique de son personnage. À la surprise générale, le groupe revient d'Atlanta, mais ils ne reviennent pas seuls, ils sont accompagnés de Rick. Shane est choqué et explique à Rick qu'il a essayé de le sortir de l'hôpital, mais le croyant mort, il a dû partir. On peut déjà ressentir la tension entre Shane et Laurie, qui tient son mari dans ses bras en regardant Shane, pensant qu'il lui a menti pour parvenir à ses fins. Le lendemain, Daryl se demande où est son frère. Rick explique à Daryl qu'il a dû l'abandonner car il devenait un problème pour le groupe. Une bagarre s'ensuit, poussant Shane à s'interposer, et ne pouvant abandonner un homme sur un toit, Rick décide de former un petit groupe pour aller le chercher, ce qui ne plaît pas à Shane, étant donné que Merle ne le ferait pas pour les autres, et qu'il a besoin des gens pour protéger le camp. Une fois que Rick est parti, Shane joue avec Carl, lui apprenant à chasser les grenouilles, mais Laurie s'interpose, demandant à Carl de rester loin de lui. Un dialogue tendu s'ensuit entre Shane et Laurie. Elle ne comprend pas comment Rick a pu revenir alors que d'après les dires de Shane, il était censé être mort. Incapable de discuter de se comprendre, Laurie tourne les talons, ce qui exaspère particulièrement Shane. Il déverse ensuite toute sa colère contre le mari de Carol, Ed, qui la bat depuis des années. Ce passage révèle que Shane est un homme extrêmement violent, qui a du mal à contenir sa colère et sa frustration, surtout parce que la femme qu'il aime refuse de le croire. Shane se rend ensuite vers Jim, qui est en train de creuser des tombes, suscitant l'inquiétude du camp, et sombrant dans la paranoïa, Shane est obligé de le saisir et de le plaquer au sol pour le calmer. Après qu'Andrea et Amy aient pêché du poisson, le groupe se réunit autour du feu pour écouter les histoires de Dale, mais le camp se fait attaquer par des rôdeurs. Instinctivement, Shane se place devant Laurie et Carl pour les protéger en priorité, et dans la foulée, Rick revient avec le groupe, les aidant à combattre la petite horde. Le lendemain, après l'attaque du camp, les premières tensions commencent à apparaître entre Rick et Shane. Shane reproche à Rick d'être parti, alors qu'il lui avait bien précisé qu'il pourrait avoir besoin d'eux pour le camp. Quant à Rick, il se défend en expliquant que c'est grâce aux armes qu'il a trouvées qu'ils ont pu éviter plus de morts. Plus tard, Shane et Rick partent explorer les bois, et Shane propose de se rendre à Fort Benning, qui serait une base militaire sécurisée. Rick n'est pas d'accord et pense plutôt au CDC, à Atlanta, pour trouver un remède, et peut-être sauver Jim. Après une seconde dispute, Shane laisse Rick prendre de l'avance et pointe son arme sur lui, pendant plusieurs secondes, avant de baisser son arme. Dans ce passage assez explicite, nous pouvons voir le personnage entrer dans un état second, avant de reprendre ses esprits. Malheureusement pour lui, Dale a été témoin de la scène, et Shane mentira à Dale en lui expliquant qu'il faudrait des gilets réfléchissants. Par la suite, Shane sera d'accord avec Rick, cherchant à apaiser la situation étant donné que Dale avait très bien compris ce qu'il se passait. Après avoir abandonné Jim sur le bord de la route, le groupe arrive enfin au CDC, mais les portes ne s'ouvrent pas. Des rôdeurs commencent à apparaître au vu du bruit fait par les autres, et Shane essaie alors de raisonner Rick pour repartir, et contre toute attente, la porte s'ouvre enfin. Après que le docteur Jenner explique un peu l'histoire du virus T19 et qu'il n'existe aucun remède, le groupe décide de célébrer leur première vraie nuit en riant et en buvant. Après leur avoir montré les douches et les chambres pour dormir, Shane alcoolisé déclare son amour à Laurie tout en essayant de l'embrasser et de la caresser de force. Ce qui ne plaît pas à Laurie, qui le repousse et le griffe. Après avoir repris ses esprits le lendemain, le groupe s'interroge sur sa blessure, et Shane raconte qu'il se serait fait ça en dormant, ne lâchant pas des yeux Laurie. Après que le docteur Jenner ait enfermé les survivants, ne leur laissant pas le choix quant à décider de leur mort, Shane éclate de colère en tirant sur les ordinateurs avant de menacer le docteur Jenner. Rick doit intervenir pour maîtriser Shane de peur qu'il ne les condamne à cause de ses excès de colère. Une fois le docteur raisonné, le groupe se précipite vers la sortie. Carol a l'idée d'utiliser quelque chose qui se trouve dans son sac. Shane se moque de sa remarque, mais la jeune femme présente une grenade à Rick, sauvant ainsi le groupe de l'explosion du CDC. La fin de la saison 1 se conclut avec notre groupe quittant le CDC, Shane conduisant la Jeep vers un destin inconnu. Au cours de cette saison 1, nous avons pu observer la décadence de Shane, qui était le leader au début de la saison avant de devenir le second depuis le retour de Rick. Développant une obsession pour Laurie et une jalousie envers Rick, le personnage devient extrêmement frustré au fil de la saison, ne comprenant pas pourquoi Laurie ne le croit pas. On ressent qu'il pensait que Laurie le prendrait davantage en considération
et que depuis le retour du shérif, toutes les choses qu'ils ont partagées se sont envolées. Au-delà du fait de ne pas être compris par Laurie, c'est aussi avec déception qu'il ne peut plus rien partager avec le jeune Carl, puisqu'elle ne veut pas qu'il l'approche. Dans cette saison 1, il faut admettre que Shane est un personnage que nous comprenons, avec qui nous pouvons avoir de l'empathie, puisque nous pouvons cerner sa tristesse. Effacé et mis au second plan depuis le retour de Rick par une femme qu'il aime et qu'il protège depuis des mois, et incompris dans ses choix et ses décisions par son meilleur ami, Shane sombre peu à peu, mais nous montrant de différentes manières que malgré sa légitimité, le personnage n'en reste pas moins dangereux, avec des actions plus que discutables. À plusieurs reprises, il refuse d'aider les membres du groupe, évacue sa colère sur un homme, met en joue son meilleur ami dans les bois, et tente d'abuser de la femme qu'il aime. Oui, Shane en saison 1 reste un homme à la personnalité instable, malgré l'empathie qu'il dégage. Mais c'est en saison 2 qu'il va finir par sombrer définitivement. Après les événements de la saison 1, Rick prend le leadership du groupe et décide d'écouter Shane en se dirigeant vers Fort Benning. Pendant le voyage, Shane se rapproche d'Andrea en lui apprenant à nettoyer son arme. Malheureusement, le voyage s'arrête très vite lorsqu'il se retrouve bloqué sur l'autoroute par de nombreux véhicules. Fouillant les environs, le groupe doit se cacher d'une énorme horde qui arrive vers eux. Mais dans la panique, face à un rôdeur, la petite Sophia s'enfuit dans les bois. Rick part à sa recherche, mais revenant bredouille, tout le monde comprend alors que la petite a disparu. Un petit groupe se forme pour essayer de trouver Sophia, et Rick demande à Glenn et Shane de retourner sur l'autoroute afin de distraire le groupe avec des tâches simples. Sur l'autoroute, Carl apporte un arsenal d'armes, fier de lui pour montrer sa trouvaille. Shane répond avec colère qu'il faut la porter à Dale, et Laurie s'interpose en lui demandant de ne pas lui parler comme ça, sous prétexte de ce qu'il se passe entre eux. Shane révèle alors qu'il a envie de quitter le groupe à la première occasion. Cherchant toujours désespérément Sophia, il tombe sur une église, et pendant que les autres personnages prient à l'intérieur, Shane préfère rester à l'écart. Laurie va voir Shane, en lui demandant de ne pas partir, et Andrea, après avoir écouté la conversation, demande à Shane de l'emmener avec lui. Je voudrais aussi que vous compreniez Laurie. En tant que mère de famille, avec des sentiments pour le meilleur ami de son mari, elle doit à tout prix protéger son petit garçon. Entre un Rick, qui cherche à s'adapter à ce nouveau monde, et un Shane qui lui l'a compris, le choix est vite fait. Pour vos enfants, vous seriez prêts à tout, et elle voit en Shane l'homme qui pourrait les protéger. C'est très égoïste de sa part, mais c'est aussi le monde de The Walking Dead. Après l'église, Shane, Rick et Carl décident de continuer à chercher Sophia, et tombent sur un cerf. La suite vous la connaissez. Carl s'approche doucement pour le caresser, mais une balle traverse la poitrine de Carl. Après Cotis et indiquer la ferme pour que Herschel s'occupe de Carl, Shane le traînera jusqu'à la maison pendant que Rick accourt avec son enfant dans les bras. Herschel s'occupe donc de Carl pendant que Shane essaie de réconforter Rick. Herschel explique à tout le monde qu'il a besoin de fournitures médicales pour retirer les fragments et stopper l'hémorragie. Shane se propose directement pour aller chercher les fournitures avec Otis, demandant à Rick de veiller sur son fils. Pour moi, il est clair que Shane sait pertinemment que Rick n'a pas encore les épaules, et que seul lui peut accomplir cette mission. Otis et Shane se rendent donc à l'abri de la FEMA dans le lycée du coin. Après avoir fait diversion pour récupérer les fournitures, ils se font remarquer par les rôdeurs, ce qui les pousse à se réfugier dans le lycée. Après s'être séparés pour au mieux disperser les rôdeurs, Shane se foule la cheville, en essayant de sauter par une fenêtre. Il est ensuite rejoint par Otis, et tous deux essaient de fuir. Comprenant qu'ils n'y arriveront pas, entre un Otis épuisé et lui qui boite, Shane tire alors sur Otis, mais ce dernier s'agrippe à ses cheveux, ce qui expliquera plus tard pourquoi Shane se rase le crâne. Un geste encore une fois très discutable, mais c'est ce qui fait apprécier le personnage de Shane. C'est eux ou le petit garçon, et nous savons que Shane serait prêt à tout pour le sauver. Il rentrera avec les fournitures, expliquant qu'Otis s'est battu de manière héroïque. Maggie lui donnera des vêtements, il se rendra à l'étage pour se regarder après s'être rasé le crâne. Il se regarde sombrement dans le reflet du miroir, comme si son geste avait signé la fin de son humanité. Comme si cette action avait définitivement brisé l'homme qu'il était. Le lendemain, Shane se retrouvera dans une situation délicate, pendant l'enterrement d'Otis, alors que les gens lui demandent de parler en son nom. Le contraste est assez frappant. Shane vend alors une action héroïque pour Otis, alors que c'est tout le contraire. Il a été trahi et laissé pour mort. Plus tard, Shane s'occupera avec les autres de sortir le gros rôdeur du puits, et continue de donner des cours à Andrea alors que les deux commencent à créer une affinité. Le groupe cherchant désespérément de trouver Sophia s'efforce de continuer les recherches. Quant à Shane, de son côté, nous commençons à voir qu'il perd ses valeurs morales, puisqu'il n'est pas d'accord avec Rick sur les recherches de Sophia.
faisant comprendre que Rick n'a pas les capacités pour prendre les bonnes décisions. Il essaie de le faire comprendre à Lori, mais celle-ci ne le soutient pas, et préfère soutenir son mari. Après que Daryl ait ramené une poupée, cela va contrarier Shane, puisque cela donne plus d'espoir pour les recherches, et il a peur que quelqu'un finisse par être tué. Dans les jours qui suivent, Herschel accepte que Shane entraîne les gens au tir. Il enseignera à tout le monde, même à Carl, et Andrea, malgré qu'elle soit plutôt bonne tireuse, aura un cours particulier de Shane, qui va essayer de la faire sortir de sa zone de confort en mentionnant sa sœur morte quelques jours plus tôt. Ensemble, ils iront fouiller un petit quartier, et Shane se servira de cette petite balade pour lui donner un dernier exercice de tir, mais cette fois avec des rôdeurs qui se dirigent vers eux. Andrea s'en sortira très bien, prouvant ainsi que les mots extrêmement durs de Shane ont eu un impact, et tous deux feront l'amour en revenant à la ferme. Trouvant Andrea bizarre, Dale ira confronter Shane lui demandant de partir car pour lui, il a très bien compris l'homme qu'il était, suspectant même la mort d'Otis ainsi que la tentative d'assassinat de Rick par Shane dans les bois. Shane, pour se défendre, ira jusqu'à menacer la vie de Dale. Alors que Glenn a appris au groupe que la grange était infestée de rôdeurs, Shane propose de l'ouvrir et de tous les tuer, ce que refuse Rick qui préfère discuter avec Herschel de peur qu'il ne les mette à la porte. Shane insiste pour qu'il y ait des tours de garde devant la grange, et ils se disputent car Shane a perdu toute confiance en les capacités décisionnelles de Rick. Rick lui apprendra alors que Lori est enceinte, ce qui va profondément impacter la suite. Shane ira confronter Lori en lui disant qu'il est le père du bébé, mais elle lui dira que non, ce ne sera jamais le sien. Shane lui fera comprendre que Rick n'est pas fait pour ce monde, mais que seul lui peut la protéger avec Carl. Il se dirigera par la suite au camping-car pour récupérer les armes, mais se rend compte qu'elles ont disparu, comprenant que c'est Dale qui cherche à les cacher. Shane le menace en lui faisant comprendre que, vu son âge, il est déjà presque mort, et Dale le taclera à son tour en lui faisant comprendre qu'il est parfait pour ce monde. Va alors s'en suivre l'une des plus grandes scènes de The Walking Dead. Ramenant les armes au groupe, Shane expliquera à tous qu'il est l'heure d'agir. Voyant au loin Rick ramener des rôdeurs avec Herschel, le personnage entre dans une colère noire et tire à plusieurs reprises sur le rôdeur, leur montrant à tous que ce ne sont pas des humains. Il hurle que s'ils veulent survivre, ils doivent se battre et ouvre furieusement les portes de la grange. Les personnages se mettront alors à abattre tous les rôdeurs, et à la surprise générale, la petite Sophia sort de la grange. Mais cette fois, Rick ne laissera pas Shane faire. C'est lui qui abattra Sophia, sous les regards terrifiés de nos héros. C'est effectivement un moment très intense et crucial dans la série, où les différences d'approche entre Rick et Shane atteignent leur point culminant. Shane, poussé par son désir de protéger Lori et Carl, prend des mesures extrêmes pour assurer la survie du groupe, tandis que Rick tente de trouver un équilibre entre la préservation de la vie humaine et la compréhension des sentiments de Herschel. Ces deux approches opposées ajoutent une profondeur et une complexité au personnage, illustrant la lutte constante pour la survie dans ce monde post-apocalyptique. Après les événements de la grange, les choses ne feront que se détériorer, entre Shane qui accuse Herschel de le savoir depuis le début, Shane qui critique les décisions de Rick, et les tensions qui continuent d'accroître entre lui et Dale. Il ira par la suite nettoyer les mains de Carol en lui expliquant qu'il est désolé pour sa fille et qu'il aurait agi différemment s'il la savait à l'intérieur. Après avoir découvert que Herschel avait disparu, Glenn et Rick partent à sa recherche, ce qui agace particulièrement Shane et qui va avoir pour la première fois depuis très longtemps le soutien de Lori. De son côté, Lori décide d'aller chercher Rick et les autres. Ainsi, Shane remarquera son absence pendant le dîner. Shane partira ensuite à sa recherche, la retrouvera dans un état lamentable et lui mentira sur le fait que Rick est de retour à la ferme, afin qu'elle le suive sans discuter. Arrivé à la ferme, Lori comprend le mensonge, mais Shane se défend en expliquant qu'il l'a fait pour la protéger. Plus tard, il aura une conversation avec elle, affirmant qu'entre elle et lui c'était bien réel, et qu'il sait que le bébé est de lui. Le groupe commence petit à petit à remarquer que Shane devient de plus en plus déséquilibré. Le lendemain, Rick ramène le prisonnier Randall. Le groupe se dispute concernant ce garçon et Shane pense que c'est une erreur de le laisser partir. Herschel rappelle à Shane qu'il n'est pas chez lui et qu'il doit fermer sa grande gueule. Il retrouvera plus tard Andrea et ils sont les seuls à remarquer que les décisions de Rick et Herschel ne sont pas bonnes et qu'elles finiront par mettre en danger le groupe. Une semaine après les événements, Rick et Shane se dirigent vers un endroit bien précis pour abandonner Randall à son sort. Sur le chemin, Rick décide de s'arrêter et de le confronter. Il est au courant pour Otis, pour la liaison avec Lori, et Rick est très en colère contre lui, le voyant comme une trahison venant de son meilleur ami. Il lui fait comprendre que c'est sa famille et qu'il fera tout pour les protéger. Et ce n'est en rien le rôle de Shane. Dans la voiture, Shane n'écoute que d'une oreille Rick et regarde par la vitre un rôdeur solitaire qui se promène dans un champ. À ce moment précis, c'est exactement ce que ressent Shane au fond de lui.
un homme seul et incompris. Après avoir laissé un couteau à Randall pour qu'il se libère une fois que Shane et Rick sont partis, le jeune garçon prononce une phrase qui bouleverse complètement nos deux héros, mentionnant qu'il connaît Maggie. Comprenant qu'il sait où se trouve la ferme, Shane dégaine son arme, voulant abattre rapidement Randall. Mais Rick l'en empêche. Shane ne comprend pas les agissements du Rick et lui fait comprendre qu'il met sa famille en danger, ce qui énerve particulièrement notre shérif. Les deux commencent à se battre, et dans un élan de rage, Shane balance une clé sur Rick qui arrive à l'esquiver, libérant tout un tas de rôdeurs. Shane se retrouve alors dans une posture compliquée, coincé dans un bus scolaire et voyant Rick s'éloigner. Contre toute attente, Rick revient pour l'aider et ensemble, ils arrivent à s'échapper. Rick essaie d'accepter ce qu'a fait Shane en lui expliquant qu'il devra désormais suivre ses décisions parce que c'est sa famille et qu'il doit suivre son exemple avant de lui rendre son arme. Nous pourrions croire à ce moment-là que l'abcès est enfin crevé, que leur amitié pourrait retrouver un peu de couleur, mais sur le chemin, Shane observe toujours ce même rôdeur dans le champ, nous montrant alors que malgré la discussion, rien n'a changé. Shane est seul et le restera. Plus tard, le groupe décidera du sort qu'ils réserveront à Randall, entre la mort ou la libération, et Shane est catégorique. Ils doivent le tuer, sinon cela pourrait mettre en péril le groupe. Il découvrira Carl essayant de parler à Randall, ce qui l'énervera. Le soir de l'exécution, Carl débarque au moment où Rick veut abattre Randall, mais Rick se refuse à ce geste devant son fils. Après la mort de Dale, qui a eu lieu juste après, Rick demande à Shane de surveiller les gens à la ferme, et il rétorque que c'est une mauvaise idée de le garder en vie. Carl viendra assumer à Shane que la mort de Dale est de sa faute, lui expliquant tout de A à Z, et lui dira de ne pas s'inquiéter. Alors qu'il construit un pont d'observation, Laurie viendra vider son sac en admettant enfin qu'elle est aussi fautive, reconnaissant son rôle dans son amitié avec Rick. Elle pense qu'elle a tout gâché et lui fait comprendre qu'elle ne sait même pas de qui est le bébé, comprenant toute sa peine. Laurie reconnaît enfin tout ce qu'il a fait pour elle et Carl. Malheureusement pour Shane, la sincérité de Laurie lui fait encore croire qu'il y a de l'espoir entre eux. Elle s'en ira en s'excusant, prouvant une fois de plus que cette relation ne peut actuellement mener nulle part. Et quelques heures après, cette dernière discussion fera sombrer Shane entièrement dans la folie. Il mettra en scène l'évasion de Randall, expliquant à tout le monde qu'il l'a assommé avec une pierre et pris son arme. Une partie du groupe se réfugie dans la maison et Rick et Shane partent de leur côté pour le retrouver. Mais Rick n'est pas dupe et comprend très bien que quelque chose ne va pas dans les dires de Shane. Ils arrivent tous deux dans une petite clairière, c'est alors que Rick comprend définitivement le plan de Shane, le tuer pour qu'ensuite il puisse vivre une vie avec Laurie et Carl. Shane explique alors son plan à Rick, affirmant qu'il est un meilleur père que lui et que son retour a tout gâché. Il se vante d'être meilleur que lui car au moins il se bat pour protéger les siens. Shane ordonne à Rick de lever son arme afin d'en terminer. Rick essaie de le réconforter, de lui dire qu'ils pourront repartir ensemble, mais au fond de lui, il sait pertinemment que Shane est brisé, qu'il a totalement sombré. Après avoir fait mine de baisser son arme, il le plante en lui criant que tout est de sa faute, que c'est lui qui l'a conduit à le tuer. Rick hurle avec le corps de son meilleur ami dans les bras, comprenant que cette fois c'est bel et bien terminé, et qu'après cette nuit, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors que Rick est sous le choc, Carl débarque mettant en joue ce que nous pensons être Rick, avant de comprendre qu'il visait Shane, qui était revenu en rôdeur. Le père et le fils s'éloignent, laissant le cadavre zombifié encore chaud de Shane derrière eux. Dans cette saison 2, les côtés les plus sombres de Shane émergent, comme le souligne Dale, affirmant que Shane appartient à ce monde. Malgré une légère culpabilité après la mort d'Otis, Shane perd peu à peu son humanité, ne conservant que son amour obsessionnel pour Laurie et Carl, rêvant d'une vie qui n'existera jamais. Devenant progressivement un antagoniste, Shane n'hésite pas à tuer, à s'opposer aux croyances des autres, et même à vouloir éliminer son propre ami. Convaincu d'avoir la vision la plus pragmatique, et qualifié pour survivre dans l'enfer de The Walking Dead, Shane pensait détenir la vérité absolue. Cependant, malgré une certaine vérité dans son approche, on ne peut nier que ce côté trop drastique n'est pas toujours bénéfique. Un homme comme Rick, servant de contraste, montre que parfois il faut faire le bien autant que le mal pour survivre. Ainsi, la saison 2 explore la complexité morale de la survie, mettant en lumière les dilemmes difficiles que les personnages doivent affronter pour subsister dans un monde où les règles de la civilisation ont été balayées par les morts vivants. Paradoxalement, les traits et la mentalité mis en évidence par Shane au cours de la deuxième saison ne sont plus aussi choquants aujourd'hui.
étant donné que plusieurs membres du groupe vont petit à petit devenir des survivants impitoyables. Shane a simplement su s'adapter au monde violent du meurtre et de la tromperie beaucoup plus rapidement que ses compagnons de survie, ouvrant ainsi la voie à d'autres qui adopteront plus tard un comportement presque similaire. Shane, en incarnant la brutalité nécessaire à la survie, devient un précurseur de l'évolution psychologique des survivants. Ses actions extrêmes, bien que contestées, mettent en évidence la pression de ce nouvel univers sur la moralité et les choix individuels. Alors que d'autres membres du groupe, tels que Rick, n'ont pas encore les capacités requises, Shane se distingue par son aptitude à prendre des décisions impitoyables sans hésitation. La fascination de Shane pour la survie à tout prix, et sa manière de se détourner des normes morales traditionnelles façonnent son personnage complexe. Sa dynamique avec Rick devient le reflet d'un conflit entre deux visions de la survie, où la ligne entre le héros et l'antagoniste est encore floue. Shane, en avançant de manière agressive, incarne une réponse immédiate à la menace constante des rôdeurs et des autres survivants hostiles. Ironiquement, son départ tragique marque un tournant pour le groupe. Bien que Shane puisse être considéré comme un personnage instable, son impact persiste à travers les décisions difficiles que le groupe doit prendre. L'ombre de Shane continue de planer sur les survivants, les obligeant à faire face à la réalité brutale de ce nouveau monde et à se demander si les compromis moraux sont inévitables pour assurer leur survie. Car oui, Shane vivra à travers Rick. Nous le verrons bien dans la saison 3 et surtout dans la saison 9, quand aux portes de la mort, Rick s'imagine parler avec Shane, se remémorant ses dires sur la survie. Ainsi, la saison 2 de The Walking Dead, à travers le personnage complexe de Shane, explore les nuances morales et psychologiques de la survie, transformant de manière inévitable les gens en survivants. Pensant pouvoir tuer Rick, car lui seul se sentait capable de protéger une famille qui ne lui appartient pas, Shane tombera sur plus fort que lui, le conduisant inévitablement à la mort. Et pour rassurer un peu les fans de Shane, sachez qu'il est toujours présent. Car oui, même si les deux personnages sont bien différents, nous sommes sûrs d'une chose. Shane vit un peu à travers Rick, et ça, c'est indéniable. Si vous voulez survivre, vous devez vous battre! Vous devez vous battre pour exister tout de suite! Maintenant!